Alain Valette, bonjour. Bonjour. Alain Valette, vous êtes depuis cette année professeur émérite au sein de l'Institut des mathématiques de la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel. Vous avez intégré l'institution en 1988. Vos contributions mathématiques sont nombreuses et couvrent un spectre très large. Elles portent notamment sur des algèbres d'opérateurs, la théorie des graphes et la géométrie des groupes. Vos ouvrages coécrits avec d'autres, par exemple sur la propriété de Kasdan, les graphes expanseurs ou la conjecture de Bohm-Kohn sont des ouvrages de référence pour le développement moderne de ces sujets. Alors on va évoquer certains de ces sujets, mais pas tous, car nous n'aurions pas le temps ici, et je suis pas certain que j'aurai le cerveau suffisant et nécessaire pour cela. Et on va évoquer un peu votre parcours aussi. Avant Neuchâtel, vous vous êtes principalement construit en Belgique et en France, on va y revenir. Alain Valette, c'est pratique, vous êtes né un jour où la famille est souvent de toute façon réunie, c'était un 24 décembre, et vous avez grandi dans l'une des 19 communes de Bruxelles. Est-ce que vous avez aussi grandi directement dans les mathématiques? Oui, je suis tombé dans la marmite étant petit, puisque mon père est mathématicien. Donc, mon père est donc mathématicien professionnel, et quoique francophone, il a fait sa carrière à la vraie université de Bruxelles, donc l'université néerlandophone de Bruxelles. Et vous-même, vous avez fait l'école en français ou en néerlandais? Toute la scolarité en français. Et le néerlandais, vous l'appreniez comme nous, on apprend l'allemand ici Tout en à Suisse. fait. Et alors, ce bain dans la mathématique, est-ce que vous vous êtes tout de suite dit c'est ça que je veux faire moi aussi, ou est-ce que vous avez hésité avec d'autres filières potentielles? J'ai hésité justement quand je voyais mon père travailler, disons, ça avait l'air quand même. Pour travailler, il a besoin de s'isoler, et donc ça m'effrayait un peu cet isolement. Donc je me disais, tiens. Je vais peut-être faire des choses, oui, un contenu mathématique, mais plus proche de la réalité, du monde réel. Et donc, j'ai hésité avec l'ingénierie. Et puis, un stage à l'Université libre de Bruxelles m'a fait rencontrer des ingénieurs qui m'ont dit que c'était de très belles études, mais qu'en fait, leur pratique quotidienne, c'était de faire du management et du marketing, ce qui ne m'intéressait pas particulièrement. Donc, je me suis dit, OK, j'ai oublié l'ingénierie, je vais plutôt faire la physique. Et puis finalement, durant les vacances qui séparaient entre ma terminale, mon année de baccalauréat. Ce qu'on appelle le lycée ici aujourd'hui. Oui. Oui, tout à fait. Donc après avoir obtenu le baccalauréat, donc c'est pendant les vacances que je me suis dit finalement, non, je m'inscris en mathématiques. Et je ne l'ai pas regretté. Vous ne l'avez pas regretté, ce qui vous a mené jusqu'à ici aujourd'hui. Et ces mathématiques qui se sont imposées à vous, elles vous ont accompagné ensuite jusqu'au doctorat. Et justement, pour votre thèse, vous avez dû faire preuve de courage en allant à Paris. Racontez-nous un peu cette histoire. De courage et d'une forme d'inconscience aussi qu'on peut avoir à 21 ans. Mais donc, les études étaient en 4 années à l'époque. C'était avant Bologne. Et j'avais réalisé mon travail de fin d'études, ce qu'on appelle aujourd'hui la thèse de master, avec un professeur de Bruxelles, mais qui a été victime d'un grave accident. Il a passé 6 mois à l'hôpital et puis 6 mois en rééducation. En fait, il est tombé d'un arbre en cueillant des pommes. En cueillant des pommes? Oui, dans son verger. Et donc, je me suis retrouvé avec une bourse de thèse du Fonds national belge de la recherche scientifique, mais plus de directeur de thèse. Et disons que il y avait à l'époque au Collège de France à Paris un professeur belge qui s'appelait Jacques Titz, qui était justement un spécialiste de théorie des groupes, dont nous parlons, un sujet que nous aborderons sans doute plus tard. Mais étant bruxellois, il faisait de fréquentes visites à Bruxelles. Et mon professeur de géométrie m'a présenté à Titz. J'étais très intimidé. Mais donc, on a pu échanger. Je lui ai raconté le genre de maths qui m'intéressait. Et il m'a dit, jeune homme, avec des goûts comme les vôtres, il faut aller travailler à Paris avec Alain Kohn, un mathématicien français qui s'appelle Alain Kohn, et qui était un petit peu l'étoile montante dans un sujet qu'on appelle les algèbres d'opérateurs.
Et avec l'inconscience qu'on peut avoir à 21 ans, j'ai pris le train à Paris, je suis allé trouver Kohn et je lui ai dit « je voudrais faire la thèse avec vous ». Il a été surpris? Très surpris. Je n'ai pas été forcément bien accueilli, mais bon, d'abord il a vu que j'étais enthousiaste, que je m'accrochais, et puis il a aussi vu que j'avais une thèse. Donc, il n'y avait pas de souci, une bourse de thèse, donc j'avais pas de souci, il n'y avait pas de souci de financement. Vous n'aviez pas des soucis administratifs. Et que toute l'administration serait faite du côté belge, puisque officiellement, ma thèse est une thèse bruxelloise, une thèse belge, mais qui en pratique a été faite à Paris, et donc il m'a admis. Et au bout de 2 ans plus tard, donc j'étais à la moitié de ma thèse, Kohn a reçu la médaille Fields, qui est considérée comme la plus haute distinction. C'est un peu comme le prix Nobel pour les mathématiques. C'est un petit peu comme le prix Nobel. La différence, c'est que c'est réservé à des gens de moins de 40 ans. Donc, mais c'est ce qui est le plus prestigieux en mathématiques. Et donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé élève d'une médaille Fields. C'est une bonne ligne dans un CV. Ça ne suffit pas, mais c'est une bonne ligne. Et justement, l'objet de votre thèse, vous avez pris un objet avec vous qui vous permet de l'illustrer en nous l'expliquant un peu. Donc cet objet s'appelle un dodécaèdre régulier. Donc il a 12 faces qui sont formées de pentagones réguliers. Et la théorie des groupes, qu'on enseigne en première année d'université aux étudiants de mathématiques, vous permet de dire que cet objet a exactement 120 symétries, sans devoir en faire la liste. Donc, avec un petit peu de théorie, on arrive à dire, voilà, il y en a exactement 120. Et sachant ça, on peut s'amuser à faire la liste. Ça prendra un petit peu de temps, mais on y arrive. Voilà. Et donc, c'est là-dedans que je me suis lancé. Quand vous étiez avec déjà avec Alain Kohn, et encore plus, je me permets de le remettre, et encore plus en arrivant en Suisse, parce que je me suis trouvé dans une communauté extrêmement active, mais qui clairement préférait la théorie des groupes aux algèbres d'opérateurs. Il y a des modes en mathématiques, comme dans les autres sujets. Les algèbres d'opérateurs, justement, en quelques mots, qu'est-ce que ça signifie? Donc, c'est une théorie qui a été créée par John von Neumann, donc, qui est aussi considéré comme un des pères des ordinateurs. C'était un mathématicien exceptionnel, mort trop jeune, dans les années 50. Donc, en fait, von Neumann avait accompagné le début de la mécanique quantique, fin des années 20, début des années 30. Et donc la mécanique quantique, c'est cette théorie physique qui décrit l'infiniment petit. Et il avait compris que si on voulait mathématiser la mécanique quantique, c'est-à-dire la mettre sur une base mathématique rigoureuse, il fallait introduire des opérations qui sont, comme on dit, non commutatives, c'est-à-dire qui ne commutent pas. Donc, ou encore, où l'ordre a une importance. Par exemple, si je fais plus 2 et puis encore plus 3, ça fait plus 5, mais c'est la même chose que faire plus 3 ou encore plus 2. Et de même, la multiplication, 2 fois 3, ça fait 6, et 3 fois 2, ça fait 6 aussi. L'ordre n'a aucune importance. Mais pour mathématiser la mécanique quantique, on a été obligé d'introduire des opérations où l'ordre a de l'importance. Donc, c'est un petit peu comme enfiler ses chaussettes et puis ses chaussures. C'est pas la même chose qu'enfiler d'abord les chaussures et puis les chaussettes. Le résultat sera pas du tout le même. Donc, en fait, ça se traduit par, dans un cours d'algèbre linéaire de première année, on regarde ce qu'on appelle le calcul matriciel, qui est un premier lien avec des opérations qui ne commutent pas. Et les algèbres d'opérateurs, c'est un calcul matriciel, mais où les matrices sont de taille infinie. Ça, c'est la grosse. Parce que ça correspond à des espaces de dimension infinie. Bon, voilà. Donc ça, c'est très très peu. En quelques mots. Oui. Vous l'avez évoqué avant, c'est en 88 que vous avez intégré l'université de Neuchâtel. Vous étiez relativement jeune. Hein, oui, 29 ans. 29 ans. Comment vous avez vécu et comment s'est passé le début de votre enseignement ici à Neuchâtel? Est-ce qu'il y avait beaucoup de différences par rapport à ce que vous aviez vécu jusqu'alors en Belgique ou en France? Donc, en France, j'avais pas eu d'expérience d'enseignement. Mais j'en avais eu à Bruxelles. Et au niveau de l'enseignement, il n'y avait pas une énorme différence. C'est bien avec Neuchâtel, il s'est fait comment? Comment vous avez appris l'existence d'un poste ouvert ici? Par un collègue de Genève avec qui je collaborais.
et qui m'envoyait par fax les offres d'emploi en Suisse romande. Le fax était très tendance la fin des années 80. Effectivement, donc il faut voir, on avait le courrier électronique, mais on n'avait pas Internet. Internet est apparu vers 94-95. Et alors vous avez commencé à Neuchâtel et alors je suis tombé, enfin je veux dire, il y avait à l'époque un outil absolument remarquable en Suisse romande qui s'appelait le 3e cycle roman de mathématiques. Et donc il y avait qui par la suite a été intégré dans la CUSO, la conférence universitaire de Suisse occidentale. Mais donc il y avait de l'argent qui venait de tous les cantons universitaires romans et qui permettait aux mathématiciens de se retrouver tous les mercredis. Alors au semestre d'automne c'était à Lausanne, au semestre d'été c'était à Berne, pour des conférences et des cours avancés. Donc ils viennent en Suisse occidentale. Oui. Et tous les mathématiciens actifs venaient à Lausanne, respectivement à Berne, ce qui veut dire que dans les universités, il n'y avait pas de cours de maths qui se donnaient le mercredi le mercredi. Donc c'est ce qui est inimaginable aujourd'hui, parce c'est dire aussi qu'on était relativement peu connectés aux autres branches. Il y avait peu de cours de service, par exemple. On pouvait arranger nos horaires de façon à ne rien mettre le mercredi. Enfin voilà. Genre de luxe qui existait à l'époque et genre de luxe qui n'existe plus aujourd'hui. L'enseignement et la pratique des mathématiques, comment ça a évolué en 35 ans? Est-ce que l'informatique est passée par là? Internet. Ah oui, Internet a changé notre pratique. Donc d'abord par la présence d'archives où nous pouvons déposer ce qu'on appelle les préprints, donc les prépublications. Donc il faut voir qu'avant, comment est-ce qu'on distribuait les prépublications? On allait à la photocopieuse, on faisait 20, 30, 40 copies. Et puis, on allait au secrétariat et on mettait dans des enveloppes, et on mettait une adresse à la main et on envoyait aux gens qu'on croyait que ça pouvait intéresser. Et donc, ça, évidemment, avec l'apparition des archives, donc d'un clic, on poste un fichier PDF. Alors, ça n'a pas le niveau de vérité d'un article publié, puisque ça a été relu, au moment où vous le postez, ça a été relu seulement par vous ou vos co-auteurs. Mais il n'empêche que ça permet à l'information de se disséminer tout de suite, et ça a évité bien des querelles de priorité qu'il y avait du temps du courrier ordinaire, puisque ça peut arriver que il y a ce qu'on appelle des questions dans l'air, comme dans toutes les sciences, et puis parfois elles sont résolues à 2 endroits différents. Et alors, il y a une querelle de priorité. Avec les archives, il n'y en a plus. C'est celui qui a cliqué le premier. On parle aussi, en parlant d'évolution technologique aujourd'hui, beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle, déjà, est-ce qu'elle existerait sans les mathématiques, et est-ce qu'elle peut influencer l'évolution des mathématiques? Alors, d'abord, préambule, je suis pas du tout un spécialiste d'intelligence artificielle, mais je peux au moins répondre à la première question. S'il n'y avait pas les mathématiques et la possibilité de traiter des grandes masses de données nécessaires à l'apprentissage machine par des méthodes statistiques et mathématiques, s'il n'y avait pas ces méthodes statistiques et mathématiques, il n'y aurait pas d'intelligence artificielle. Ça, c'est évident. Alors maintenant, est-ce qu'elle peut... La seconde question, est-ce que l'intelligence artificielle peut influencer l'avenir des mathématiques? Peut-être que si je poser la question autrement, est-ce que l'intelligence artificielle est déjà capable aujourd'hui de résoudre un problème mathématique qu'un humain ne peut pas résoudre? Alors, qu'un humain ne peut pas résoudre, non. Mais c'est vrai que les intelligences artificielles ont fait de sérieux progrès. Donc j'ai entendu récemment qu'elles sont capables de résoudre des questions de maths difficiles niveau lycée. C'est-à-dire, les maths de lycée pour un mathématicien professionnel, c'est quand même des maths élémentaires, mais pas complètement évidentes. Enfin, je veux dire, il y a tout ce qui est études de fonctions, etc. Et des problèmes difficiles niveau lycée sont actuellement résolus par des intelligences artificielles. Et pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas aller plus loin, selon vous? Parce que je pense que
je suis dans un domaine où l'originalité est prime, joue un rôle vraiment crucial. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on lit une démonstration dans un article mathématique, ben, on sait toujours ce qu'on attend. On attend l'idée nouvelle. Et puis, bon, une démonstration, ça commence toujours un peu de la même façon, ça finit un peu de la même façon, mais il y a un moment, en général, c'est sur une ligne que ça se passe. Tac. Là, il y a l'idée neuve. Un truc en plus. Là, il y a l'idée neuve, et on se dit, ah, ça, je n'y aurais pas pensé. Et ça, pour l'instant, les intelligences artificielles ne savent pas faire, précisément parce qu'elles s'entraînent sur des choses connues. Alain Valette, pour vos 60 ans, un colloque s'est tenu avec des collègues à vous, mathématiciens, et on en trouve quelques traces sur YouTube. Et dans la phase conclusive de ce colloque, vous avez évoqué deux choses. La première, c'est qu'à votre sens, l'enseignement des mathématiques devrait un peu changer. Notamment au regard de ce que vivent les générations d'aujourd'hui. Alors c'était en 2018. Est-ce qu'avec ce que vous observez, cet enseignement a un peu évolué par rapport à ce que vivent les générations de jeunes aujourd'hui? Donc oui, en fait, je crois que j'avais préconisé que peut-être au lieu de passer du temps sur la géométrie plane et les triangles et des choses comme ça, on ferait bien de faire des choses peut-être un peu plus modernes au niveau de la théorie des graphes, théorie des réseaux, réseaux de communication et tout ça. C'est parce que c'est des choses dont les applications sont évidentes. Tout ce qui concerne précisément les échanges, c'est des réseaux, Internet, on en parlait. Est-ce que ça fait référence aussi au concept des algorithmes qui sont très présents dans notre vie à chacun de nous, à travers les interfaces numériques notamment? Alors, c'est certain que si le monde actuel fonctionne, c'est parce qu'il y a des algorithmes performants. Donc, je veux dire, vous avez en poche un petit concentré de mathématiques, mais où on ne voit pas les mathématiques, ça s'appelle un smartphone. Hein, ouais. Oups, si j'arrive à extraire le mien. Voilà. Donc là-dedans, il y a une série d'applications où il y a des boîtes noires qui utilisent plein de mathématiques. Et c'est grâce à ces algorithmes que vous pouvez compresser des images et stocker des milliers d'images, stocker des milliers de chansons en format MP3, etc. Donc on a accès à un grand nombre de simplicités finalement. Mais disons, c'est parce qu'il y a des algorithmes qui fonctionnent, comme on dit, en temps linéaire, c'est-à-dire qui se terminent rapidement, qu'on a tous les progrès dans un smartphone, par exemple, qu'on a un GPS qui vous calcule instantanément le chemin le plus court entre deux points. Donc, et dans cette intervention, dans ce colloque, ce que vous évoquiez aussi, c'était la nécessité pour les mathématiciennes et les mathématiciens de considérer l'élément éthique au moment où ils allaient faire leur choix de trajectoire, de carrière. Oui, effectivement, ça c'est une réflexion de mathématicien en fin de carrière. Donc, disons que c'était une posture très courante quand j'étais jeune, le mathématicien dans sa tour d'ivoire. Et en fait, spécialement les mathématiciens purs, donc je suis un mathématicien dit pur, c'est-à-dire qu'on travaille sur des problèmes issus de la dynamique des mathématiques, parce que chaque question résolue crée de nouvelles questions. Mais on ne se préoccupe pas nécessairement des applications. On est ravi s'il y a des applications, mais les applications ne sont pas le but. Vous me disiez que vous avez eu une fois une application. Oui, j'ai un article sur toute une carrière cité dans des articles de physique théorique, de physique du solide. Est-ce que selon vous, les maths, dans l'avenir qu'on peut leur voir, dans les révolutions, elles pourraient être également engagées? Alors, heureusement, oui, ça nous ramène à la tour d'ivoire. Les mathématiciens en sont sortis de leur tour d'ivoire. Ils ont compris que, vu que les maths sont présentes dans tous les progrès technologiques, ou dans la majorité, c'était important qu'ils contribuent au progrès technologique, au progrès de la société, de façon active, de façon consciente. Et donc, en particulier, il y a maintenant des disciplines qui n'existaient simplement pas
il y a 20 ans, comme mathématiques et développement durable, mathématiques et climat, etc. Et justement, vous avez participé à un congrès, je crois, ou vous avez monté un colloque. Oui, j'ai co-organisé avec... Martine Reveté. Oui, donc Martine Reveté était une des oratrices. Mais j'ai co-organisé avec 4 mathématiciennes le premier colloque en Suisse sur mathématiques et climat. Donc c'était en décembre 2022. Ça s'appelait Climatics, donc un jeu de mots sur climate and mathematics. L'idée étant de s'intéresser à l'évolution du climat d'un point de vue mathématique. L'idée étant de convoquer des spécialistes du climat, mais qui, dans leur pratique, utilisent des mathématiques. Donc, les participants étaient tous des mathématiciens et mathématiciennes, et la question qu'on posait à chaque participant, c'était de nous aider à répondre à cette question. Que pouvons-nous faire, nous mathématiciens et mathématiciennes, par rapport au dérèglement climatique et au développement durable? Alain Valette, j'ai 3 questions encore à vous poser. Si, selon vous, il fallait avoir lu au moins un livre dans sa vie, quel serait-il? Et je crois que vous l'avez pris avec vous. Alors oui, je vous ai amené La disparition de Georges Perec. Oui, alors le titre a disparu, mais il est en léger relief, La disparition. Vous pouvez me le passer? Je vais montrer à la caméra. Donc le romancier français Georges Perec a écrit ce livre en 1969. Et vous savez que le E est la lettre la plus courante dans l'alphabet, en français, dans la langue française. C'est le fameux livre sans E? C'est le fameux livre sans E. Et donc, c'est extraordinaire parce que, donc, d'abord, c'est très bien écrit. Quand on commence à lire, on ne se rend pas compte qu'il n'y a pas de E parce que c'est d'une écriture fluide. Et en fait, l'intrigue du roman, c'est de trouver ce qui a disparu. Mais ce qui a disparu, c'est précisément la lettre E. et si je voulais amener, c'est que précisément, donc Perec adorait se lancer des défis et travailler sous contrainte. Je crois que dans le jargon, on appelle ça des lipogrammes, de l'écriture sous contrainte. Et finalement, c'est une démarche quasiment mathématique, parce que le mathématicien, dans sa pratique quotidienne, il a la contrainte de la logique. Et bon, bien sûr, c'est quelque chose qu'on apprend. Ça devient notre hygiène quotidienne, un petit peu comme se brosser les dents. Mais c'est très étonnant que finalement, c'est cette contrainte de la logique qui engendre la liberté dont nous disposons pour créer de nouveaux objets mathématiques ou les combiner. Donc vivre sa liberté à travers une contrainte. À travers une contrainte. Je vous ai aussi demandé d'amener une musique, et là aussi vous nous avez apporté quelque chose. Mon chanteur favori, c'est Georges Brassens. Et donc... Pourquoi Georges Brassens? Parce que formellement, c'est parfait. Je veux dire, à cause de la perfection formelle, et donc il s'imposait typiquement l'alexandrin, 12 pieds, ou l'octosyllabe, 8 pieds, et malgré tout, il arrivait à faire jaillir la poésie de cette contrainte assez forte, parce qu'en plus, à cause du rythme les chansons de Brassens, on ne peut pas les dire telles quelles, à mon avis. On a besoin de la musique, et la musique est plus sophistiquée que le ding-ding auquel on le résume un peu trop souvent. Quand on écoute Brassens en jazz, on se dit, ah oui, là, il y a peut-être des choses que j'avais loupées. Une forme de génie à travers une simplicité. Mais en même temps, quelque part, la poésie jaillit de la contrainte imposée par la prosodie. Et un tableau, en fait, une œuvre picturale? Alors, je vous ai choisi L'agneau mystique des frères Van Eyck, qui était une œuvre du Moyen-Âge. C'était belge ou hollandais? Alors, à l'époque, c'était il n'y avait pas de Belgique à l'époque, mais c'était les Pays-Bas. Ouais. Mais donc, c'est considéré comme des primitifs flamands. Il y a Jean et Hubert Van Eyck, ça date de 1432. Et c'est donc un retable qui se trouve dans la cathédrale Saint-Bavon à Gand. Et évidemment, on peut le lire à des niveaux d'interprétation différents. Il y a tout un message théologique qui passe, mais disons, ce qui est absolument extraordinaire, c'est le niveau de détail.
je crois que les biologistes ont identifié quelque chose comme plusieurs centaines d'espèces végétales dans les détails de plusieurs centaines d'espèces végétales dans ce retable. Oui. Et alors, pardon, je vous en... Oui, dites-moi. Alors, c'est un retable. Donc, si vous le refermez, vous avez là une annonciation avec l'archange Gabriel et la Vierge Marie en prière. Et près de Marie se trouve un livre. Et quand on regarde ce livre, il semble qu'il y a un texte dessus. Oui. Et il y en a, donc on parle d'un détail qui a peut-être 3 cm sur 3 cm. Et ce livre a longtemps ennuyé les historiens de l'art, parce que, connaissant le niveau de précision des frères Van Eyck, ils étaient sûrs qu'il devait y avoir un texte en dessous. Mais ce qui se passe, c'est que donc le retable a près de 600 ans. Donc, au fil des siècles, on avait mis des couches et des couches de vernis de protection. Ce vernis s'était craquelé. Et donc, le texte était simplement illisible à cause des craquelures. Et ils ont eu l'idée de faire appel à des mathématiciens, mathématiciennes en l'occurrence, 2 mathématiciennes flamandes, Ingrid Daubechi, qui est professeure à Duke University aux États-Unis, et Anne Dooms, qui est professeure à la vraie université à Bruxelles, et en demandant est-ce que les maths peuvent nous aider. Alors, elles ont travaillé avec des photos haute résolution. Elles ont fait ce qu'on appelle une analyse en ondelettes à 2 dimensions. Les ondelettes, c'est une théorie mathématique inventée par Ingrid Daubechi dans les années 1990. Et elles ont traité les craquelures comme du bruit. Alors, en soustrayant le bruit, on fait la transformée inverse et un texte est apparu. Et ce texte était, bien sûr, en langage médiéval, illisible pour les mathématiciens, mais il faisait un sens parfait pour les historiens. Et ils ont reconnu un texte de Thomas d'Aquin, écrit justement 5 ans avant la réalisation du tableau, et qui était parfaitement en harmonie avec le tableau. Donc, c'est une histoire que j'adore, parce qu'elle mélange 3 de mes sujets favoris, les maths, l'art et la Belgique. Bravo, et merci aux mathématiques. Alain Valette, merci beaucoup. Je vous en prie.